Il est incontestable que l'organe de notre corps le plus complexe et renfermant le plus de secrets a été et est toujours notre cerveau. Malgré une plus grande compréhension de cet organe au cours de ces dernières années, ces défaillances engendrent non seulement des troubles médicaux, mais aussi des incompréhensions sociologiques. Des comportements déments ou de la sorcellerie sont aujourd'hui diagnostiqués en tant que troubles neurologiques ou psychiatriques. Aujourd'hui, cette science est en train de vivre une très grande évolution. Y a-t-il une différence du traitement des troubles mentaux entre 1850 et aujourd'hui? Quand nous pensons aux maladies neurodégénératives, nous pensons directement à l'Alzheimer. De cette même manière, la maladie considérée typique de la folie est bien évidemment la schizophrénie. Pourtant, ces deux maladies sont assez similaires, elles sont toutes deux dues à un mauvais fonctionnement du cerveau. Nous pourrions donc penser que le traitement social de ces deux troubles sont assez similaires. Malheureusement, ce n'est pas le cas. La schizophrénie et l'Alzheimer sont deux troubles mentaux très différents. Avec l'Alzheimer, un trouble cognitif qui concerne l'acquisition de connaissances, donc principalement de la mémoire, alors que la schizophrénie est un trouble psychique qui concerne la vie mentale dans ses aspects conscients ou inconscients. Le traitement de ces deux troubles est ainsi très différent, que ce soit de la médecine, mais aussi de la société. Ici, le terme traitement permet ainsi à la fois de voir les perceptions sociales, ainsi que les méthodes employées pour tenter de guérir les individus. L'Alzheimer était longtemps vu comme une des conséquences de la vieillesse. Il n'était d'ailleurs même pas envisagé de le soigner. Les schizophrènes étaient considérés comme fous et dangereux pour autrui. La société avait donc peur d'eux. Récemment, la connaissance et la compréhension de ces deux troubles a fortement évolué. On sait en effet maintenant que les schizophrènes sont dangereux pour eux-mêmes et non pour autrui. Il reste tout de même beaucoup de mystères pouvant être résolus dans le futur. Mais d'ailleurs, nous parlons beaucoup de schizophrénie. Mais savons-nous vraiment ce que c'est ? Les symptômes de la schizophrénie sont divisés en deux groupes, les symptômes positifs et les symptômes négatifs. Les symptômes positifs: hallucinations auditives, hallucinations visuelles, les idées délirantes. Les symptômes négatifs: un comportement désorganisé, l'absence d'expression et d'émotion, des problèmes de concentration, des problèmes de mémoire, des problèmes de motivation, le déni. Mais qu'est-ce qui vous dit que je suis malade ? Il y a une dizaine d'années, un individu atteint supposément d'Alzheimer ne pouvait avoir son diagnostic confirmé qu'après sa mort lors de l'autopsie de son cerveau. Maintenant, grâce à de nouvelles technologies, il est possible d'affirmer ce diagnostic. Il y a cependant une liste de symptômes permettant de suspecter la présence de ce trouble cognitif avant même d'examiner le cerveau. Perte de mémoire qui perturbe la vie quotidienne. Difficulté à exécuter les tâches familières à la maison, au travail ou durant les loisirs. Difficulté à planifier ou à résoudre des problèmes. Confusion avec le temps ou le lieu. Nouveaux problèmes d'expression orale ou écrite. Difficulté à comprendre les images et les relations spatiales. Objets égarés et perte de la capacité à reconstituer un parcours. Retraite du travail ou des activités sociales. Agressivité. Changement d'humeur et de la personnalité. Idées délirantes ou hallucinations. Pourquoi certaines personnes sont atteintes de ce trouble neurologique ? Pour mieux comprendre, nous sommes allés voir un spécialiste, Dr Hamelin, une neurologue à l'hôpital Sainte-Anne. Les différentes maladies dégénératives, il y en a un certain nombre, elles sont toutes plus ou moins associées à l'accumulation d'une protéine au sein du cerveau, que ce soit à l'intérieur des neurones ou à l'extérieur des neurones. Et chacune des maladies dégénératives dont on parle aujourd'hui, ce n'est plus ce qu'on appelle des démences, hein. Maintenant on est beaucoup plus précis parce qu'on est précis dans le mécanisme qui est responsable de ces maladies. Ces maladies-là, ce sont ce qu'on appelle des protéinopathies. En fait, c'est une accumulation de protéines anormales dans le cerveau de façon plus importante que ce qui est attendu par le vieillissement normal. La protéine amyloïde qui s'accumule à l'extérieur des neurones 20 ans avant, plus ou moins 20 ans avant les premiers symptômes cliniques et qui, dans un second temps, va entraîner l'accumulation d'une deuxième protéine à l'intérieur des neurones qui s'appelle la protéine Tau, qui va être phosphorylée de manière anormale et qui va désorganiser toute la cytoarchitecture du neurone et donc du coup entraîner un dysfonctionnement du neurone et une mort neuronale et donc du coup c'est à partir de ce moment-là que les symptômes commencent. Pour aller plus loin, nous avons rencontré Michel Bottlander, médecin-chercheur au CEA. Il nous a présenté les différents outils dont disposent maintenant les neurologues pour diagnostiquer cette maladie. Donc avec l'IRM, on arrive à voir l'atrophie du cerveau. Donc c'est la conséquence de la maladie, c'est la perte des neurones.
Là, la différence est nette. Vous voyez déjà les ventricules qui sont augmentés parce qu'il a perdu des neurones, il a perdu des faisceaux, donc il y a plus de place. Et même les sillons, donc les sillons c'est l'intérieur des replis, les deux berges des sillons se touchent là, quasiment. Alors que là, il y a de la place. Ce qu'on regarde aussi, c'est l'élargissement des sillons. Les radiologues, quand ils regardent une IRM, quand ils voient des ventricules gros comme ça et des sillons gros comme ça, ils disent qu'il y a une atrophie du cerveau. Et après, le neurologue, si ça concorde avec les signes cliniques qu'il a, il dit oui, il y a peut-être un problème. Par contre, il ne peut pas dire si c'est Alzheimer ou une autre démence ou une autre pathologie. Alors la TEP, c'est une technique de scintigraphie, donc on injecte un produit radioactif. Ça n'a rien à voir avec l'IRM. On n'injecte pas n'importe quoi, on le choisit pour qu'il reconnaisse une protéine. Et quand il voit la protéine pour laquelle il est fité, il va se coincer dedans. Il va donc s'accumuler là où il y a sa protéine. Et vous imaginez bien que quand les neurones marchent moins, ou les neurones sont morts, ça va moins s'accumuler. Regardez en bas, c'est un malade d'Alzheimer. Vous voyez des zones ici typiques, dans ces endroits-là, ou ici, qui accumulent moins ce produit parce que il y a moins de métabolisme. Soit les neurones travaillent moins, soit il y a moins de neurones. Et ça, c'est une image typique de malade d'Alzheimer. On connaît maintenant des biomarqueurs précis pour l'Alzheimer. Le diagnostic clinique semble beaucoup moins avancé pour la schizophrénie. Nous avons décidé de nous regrouper pour synthétiser l'amas d'informations autour de ce trouble psychiatrique. Dans la population mondiale, près d'1% des individus sont atteints de schizophrénie. Kraepelin était le premier à étudier les maladies psychotiques dans les années 1890. Il les a divisées en deux groupes, les troubles maniaco-dépressifs et la démentia précoce, là où était classée la schizophrénie. Le mot schizophrénie a été créé par Bleuler et comporte deux racines, schiz, qui veut dire coupure, et phrénie, qui veut dire esprit. La schizophrénie peut engendrer des violences envers l'individu atteint lui-même, donc sous l'emprise d'un syndrome d'influence. Il sera écrasé par la peur et voudra se défendre. D'autre part, il y a des voix hallucinatoires qui sont souvent celles d'un parent proche et non d'un inconnu. Suite à ces violences faites envers les autres, l'individu peut souvent se sentir coupable et donc peut être poussé au suicide. Et l'hospitalisation d'un individu atteint de schizophrénie est faite surtout pour le protéger lui et non pour l'emprisonner loin des autres. La schizophrénie est connue pour débuter brutalement avec un délire. Les thèmes récurrents de ces délires sont la persécution, là où la personne atteinte de schizophrénie se sent observée de tous et constamment en danger, les mégalomanies où il se sent supérieur, l'hypocondrie où l'individu se sent malade en permanence, les transformations corporelles où il a l'impression que son corps change, par exemple un membre qui devient plus grand ou qui change totalement de forme, les revendications mystiques où la personne peut se croire envoyée de Dieu ou recevant la parole de Dieu, la filiation où leur père, leur mère, frère ou sœur n'est pas le leur et donc ils sont abandonnés un peu, et l'érotomaniaque où ils se sentent aimés de tous. C'est entre 17 et 25 ans que la schizophrénie généralement se déclare. La mortalité précoce est souvent associée à la schizophrénie. L'espérance de vie diminue en moyenne de 20% et on assiste à beaucoup de cas de suicide. D'autre part, on peut constater qu'en 1970, 10% des individus schizophrènes se suicidaient, alors qu'aujourd'hui ce n'est le cas que de 5%. On assiste aussi à de la mortalité précoce à cause de tabagisme ou d'obésité, car les individus ne bougent pas assez. Le cannabis est aussi très important. La prise de cannabis empêche les médicaments de fonctionner correctement et donc fait une rupture de l'équilibre psychique. D'autre part, il y a aussi une négligence envers la santé physique globale, car on se concentre principalement sur la santé mentale. Malgré nos recherches, nous avons eu des difficultés pour définir précisément les causes de la schizophrénie. Pour être plus précis, nous nous sommes rendus à Neurospin, centre de neuroimagerie cérébrale du CEA à Saclay, où nous sommes allés interviewer Dr Weno, professeur de psychiatrie. Donc comment est-ce que ça fonctionne dans le cerveau en fait, la schizophrénie ? C'est une vaste question, il y a une réponse simple et une réponse compliquée. Alors la réponse simple, c'est on ne sait pas. Déjà, on connaît très partiellement, très mal quand même le fonctionnement du cerveau normal, pas malade. Et la réponse compliquée, comment ça fonctionne, c'est que on pense, mais c'est vraiment des hypothèses, que en fait la communication entre différentes régions du cerveau ne se fait pas correctement. Elle se fait, mais soit avec retard, soit moins bien, soit trop bien dans certains cas, et que ça entraînerait après les symptômes qu'on voit chez les patients. Pourquoi elle se ferait pas bien ? Qu'est-ce qui fait que ça se ferait pas bien ? Alors déjà il y a les axones, et on pense que ces axones ont quelques anomalies
anomalie dans la schizophrénie. Et puis en fait aussi au niveau de l'endroit où communiquent deux neurones, qu'on appelle la synapse. En fait, ils communiquent grâce à des transmetteurs chimiques, qu'on appelle des neurotransmetteurs, comme des molécules comme la sérotonine, la dopamine ou la noradrénaline. Ce qui se passe, c'est que le premier neurone, en fait, quand ils vont communiquer avec la deuxième, il libère des neurotransmetteurs et le deuxième neurone recapture un peu cette dopamine et c'est un signal qui passe comme ça. Et cette transmission du signal, elle se ferait pas bien dans le cerveau des patients atteints de schizophrénie. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, beaucoup d'expériences thérapeutiques sont menées dans les hôpitaux psychiatriques afin d'aider les patients. L'isolement était un des traitements principaux, que ce soit pour la schizophrénie ou l'Alzheimer. On se disait que garder la personne loin de la société les aidait à les soigner. La clinothérapie et le traitement par isolement. Les patients se retrouvent dans une ambiance d'hôpital qu'ils connaissent bien. L'imitation et l'incitation permettent de construire une bonne relation entre les patients et les infirmiers. D'ailleurs, ce traitement a remplacé la camisole de force. La chromothérapie en 1876 consistait à exposer les malades à une lumière colorée, bleue pour les états d'excitation et rouge pour sortir de dépression. Cette expérience s'est malheureusement avérée inefficace. La psychothérapie, l'accompagnement par un individu formé à cela en s'appuyant sur le psychisme. L'hydrothérapie. Dans les années 20 à 30, il s'agissait de bains forts et froids, mais à la fin du 19e siècle, il s'agissait plutôt de bains calmants où l'on plongeait le patient le plus longtemps possible, même pendant des mois. Les lobotomies étaient parfois aussi pratiquées, mais elles résultaient souvent de l'impatience des médecins face à la résistance des patients au traitement médicamenteux. L'électroconvulsothérapie, abrégée ECT, est un traitement par l'électrochoc à l'aide d'un sismoteur. Ils étaient utilisés dans les états dépressifs, mais aujourd'hui il n'est utilisé que de façon marginale et n'a aucun intérêt pour la schizophrénie. Vers 1960, à l'hôpital de Villévrard, tous les patients étaient traités au Largactil, une molécule à effet sédatif, antidépressif et anti-inflammatoire. Ce traitement a été remplacé par du placebo chez tous les patients pendant plusieurs mois, dans le plus grand secret. On a pourtant constaté une amélioration chez de nombreux patients, malgré l'absence de la prise de Largactil. Ceci a prouvé que l'utilisation d'un traitement long et permanent n'est pas indispensable. De plus, on a constaté qu'à l'effet purement chimique du traitement s'ajoute un facteur psychologique. Aujourd'hui, dans la majorité des cas de schizophrénie, on prescrit des médicaments antipsychotiques, le plus vieux datant de 1952. Leur but est de rétablir l'équilibre dans la personne, dans son fonctionnement social, en diminuant sa souffrance ainsi qu'en limitant les pulsions suicidaires. Tous les antipsychotiques servent à contrer les neurotransmetteurs qui permettent la communication au sein du système nerveux. La dopamine freine la libération d'acétylcholine, un neurotransmetteur qui joue un rôle important dans l'activité musculaire. Le blocage des récepteurs dopaminergiques, cible principale des antipsychotiques, lève ce frein et induit une libération excessive d'acétylcholine, ce qui peut être à l'origine de mouvements anormaux après sa prise. Des inhibiteurs comme la donépézil sont prescrits dans la plus grande partie des cas de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, des formes légères à modérément sévères. Ils visent à restaurer une concentration normale d'acétylcholine, un neurotransmetteur peu présent avec ce trouble. Dans ce cas, ce neurotransmetteur joue un rôle dans l'apprentissage et la maladie. Ils sont prescrits de manière croissante. Notre société a fortement évolué depuis 1850, ainsi que le regard de cette dernière. Avant 1850, peu était mis en place pour traiter les individus atteints de troubles mentaux. Malgré tout, un très grand impact était présent au travers d'une loi. En 1838, Léon Deras introduit une loi sur les aliénés, autrement dit les personnes souffrant de troubles psychiatriques. Cette réforme a permis d'avoir un établissement psychiatrique par département, ainsi qu'une amélioration des conditions d'internement des patients. De plus, cette réforme a permis d'avoir un placement volontaire ou d'office des patients. Autrement dit, un patient pouvait être interné de force par ses proches. Cette réforme a été appliquée jusqu'en 1990. La loi du 27 juin 1990 mettait en valeur l'idée de réinsertion sociale et de réadaptation des individus avec hospitalisation libre et l'hospitalisation à la demande d'un tiers. Il y avait ainsi un effort réalisé pour établir une égalité entre la société et les malades. Récemment, la loi du 5 juillet 2011 assure la protection des individus atteints de troubles psychiatriques par leurs soins et leur prise en charge. On voit que l'approche a drastiquement changé, l'idée n'étant plus de voir les patients en tant que malades condamnés à passer leur vie en hôpital psychiatrique, mais à les réinsérer le plus rapidement dans la société. Cette réinsertion n'était pas idéale pour les individus ayant passé toute leur vie en hôpital psychiatrique. Lors de la deuxième moitié du XIXe siècle, Magnan, un aliéniste, donc un psychiatre, établit une classification des dites folies héréditaires. Cette classification se divise en trois. D'abord,
les états mixtes composés de pathologie et de psychiatrie. Ensuite, les psychoses, avec des individus atteints de manie, de mélancolie ou de folie de dégénérer. Et enfin, les idiots, imbéciles, débiles et déséquilibrés. Ces troubles sont repérés grâce à des traits physiques comme la symétrie du visage ou des troubles de la morphologie, ainsi que des traits mentaux. Cette classification sera ensuite remplacée par celle de Kraepelin en 1910. De plus, lors de la Seconde Guerre mondiale se déroule l'hécatombe, une famine extrêmement présente dans les hôpitaux psychiatriques avec 45 000 patients morts affamés sous le régime de Vichy. Ces derniers n'étaient servis qu'une simple soupe composée d'eau chaude et ne pouvaient seulement compter sur leur famille pour leur apporter ne serait-ce qu'un peu de pain. Une extermination douce, due à l'abandon et à la souffrance, ayant pour conséquence l'effondrement des courbes de poids des internes, puis à une mort lente de faim ou de froid, comme l'est expliqué dans le livre L'hécatombe des fous d'Isabelle von Boelsing-Sloen. On pourrait penser que le sujet serait connu de tous, de par la gravité des faits. Or, très peu de personnes en parlent, dû au tabou toujours présent sur l'internement. Aujourd'hui, les troubles mentaux sont vus différemment. En peu de temps, la vision sur ces maladies a drastiquement changé. Elles sont maintenant intégrées à notre culture et on peut les retrouver dans toutes les formes d'art. On peut le voir notamment dans Vol au-dessus d'un nid de coucou de 1975 de Milos Forman, une adaptation cinématographique du roman de Ken Kesey de 1962. Ici, le personnage principal accusé d'un crime se fait passer pour un malade pour échapper à la prison et réussit à se faire interner dans un hôpital psychiatrique. Au cours de l'histoire, il se rend compte que sa liberté est encore plus restreinte qu'elle ne l'aurait été en prison. Ce film nous donne une vision périphérique des troubles mentaux, et le fait même qu'un film parle de ce type de problème nous montre qu'ils sont très présents et donne la possibilité à tout le monde de se renseigner à leurs propos. Les jeux vidéo peuvent aussi être un moyen de prévention et susciter l'intérêt des adolescents, car c'est eux qui y jouent le plus et que c'est à leur âge qu'apparaissent les symptômes. Parmi ces jeux, on retrouve Heavy Rain, un thriller interactif sorti en 2010. Dans ce jeu, le personnage principal est suspecté d'avoir essayé de noyer son fils et c'est seulement à la fin qu'on apprend qu'il est atteint de schizophrénie. Nous pouvons voir que la société a fortement évolué. Avant, on cherchait à mettre de côté ce que l'on ne comprenait pas, mais aujourd'hui, on cherche à exprimer au travers de différentes formes. Un côté très important des troubles mentaux est l'art. Cette forme d'expression permet aux patients de se libérer de manière singulière et d'extérioriser leurs sentiments. En effet, tout un mouvement artistique est formé autour de cela, nommé l'art brut en 1945 par Jean Dubuffet. L'art qui est créé par les patients donne une nouvelle vision de ce dont ils souffrent et permet de voir d'un œil nouveau ce qu'ils pensent. De plus, cette pratique a été mise en place très récemment, ce qui montre une évolution importante dans la manière dont on essaye de prendre contact avec le patient. On ne cherche plus tellement à les occuper, mais plutôt à les aider à se libérer. Parmi ces artistes, on peut notamment retrouver Lindsay Caldicott ou Carlo Zinelli, deux artistes atteints de schizophrénie. Pour en apprendre un peu plus sur l'art autour de ces deux artistes, nous sommes allés à la rencontre de la galerie Christian Berst, spécialisée dans l'art brut. Présence d'un artiste italien qui, lui, était schizophrène. Donc du coup, il a passé pratiquement le restant de sa vie dans une institution. D'abord, il prenait des craies, des choses qu'il ramassait et il faisait des graffitis sur les murs de son hôpital jusqu'au moment où on lui a donné accès, où il a pu avoir du papier, de la peinture, à tel point qu'une fois qu'il avait fini son dessin, il retournait le papier et il peignait au dos. Là à côté, vous avez le travail d'une femme qui elle souffrait aussi de schizophrénie, mais avec en plus d'autres problèmes. Elle était vraiment en souffrance. Quand elle sortait de l'hôpital où elle n'était pas très bien et qu'elle avait besoin de se reconstruire justement, de se retrouver elle-même, c'est là qu'elle avait cette production donc très très minutieuse. Voilà, donc finalement complètement en opposition à ce qui pouvait se passer dans sa tête, qui était certainement très éprouvant. Parmi les artistes enfermés se trouve Camille Claudel, une sculptrice et peintre internée en 1913 par son frère Paul Claudel. Elle meurt notamment affamée en 1943. Son internement est très controversé de par l'indifférence face aux protestations de Camille Claudel lorsqu'elle se fait placer en hôpital psychiatrique. La presse décrit cela comme une séquestration légale de la part de sa famille. Elle va même jusqu'à envoyer une lettre à un docteur pour demander d'être libérée en 1917.
Or, elle n'aura aucun succès. L'art peut aussi être utilisé comme un moyen d'étudier l'évolution d'une maladie, comme pour William Utermohlen, un peintre atteint d'Alzheimer. Ces notions fondamentales artistiques se dégradent avec le temps, avec une anatomie qui devient fausse et une profondeur qui n'est plus tellement visible. L'art sert à montrer ce qui se passe à l'intérieur d'une personne, même si elle-même ne s'en rend pas compte. Dans ce cas-ci, même si le peintre cherchait à représenter un même objet, son visage, il en devient incapable. De cette manière, nous pouvons voir comment lui voyait le monde, mais aussi la manière dont ses fonctions motrices l'ont peu à peu laissé tomber. Pour conclure, il y a en effet une grande différence de traitement des troubles mentaux entre 1850 et aujourd'hui, à la fois en parlant des traitements médicamenteux et des traitements de la société envers les individus atteints de ces troubles. On constate donc que les troubles mentaux en général autrefois étaient perçus comme une démence où l'individu avait tout simplement perdu la raison. Les personnes atteintes de troubles psychiatriques, donc les schizophrènes par exemple, étaient considérées comme fous et idiots et étaient écartées de la société pour le bien de celle-ci en étant internées. D'un autre côté, l'Alzheimer était considéré comme normal et dû au vieillissement de l'être qui provoquait un dysfonctionnement du cerveau. Mais aujourd'hui, il est classé comme trouble neurologique. Les traitements médicaux ont ainsi drastiquement changé avec le temps, avec la psychothérapie qui considérait les patients comme pleinement humains, ainsi que les médicaments et diverses autres méthodes employées. Maintenant, l'approche est de plus en plus scientifique, en espérant même que dans le futur, ces troubles seront soignés complètement, allant même jusqu'à la reprogrammation du cerveau, mais nous en sommes seulement au début. Pourtant, aujourd'hui persiste une grande polémique entre la vision neurologique qui pense qu'en trouvant une zone précise dans le cerveau, on pourra agir dessus et guérir les patients, contre la seconde perception plus psychiatrique qui voit le cerveau comme un organe à part entière qu'on ne peut guérir qu'en agissant sur la personne en elle-même. Mais un grain de folie est-il vraiment néfaste ?